Alors, le thème de ce matin, c'est point d'interrogation, bien vieillir dans sa tête. Est-ce que c'est possible? Quels sont les outils que la science nous propose? Quelles sont les informations qui émanent de la recherche qui peuvent nous aider à répondre à cette question? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Quand je dis qu'ils peuvent nous aider, c'est que mon objectif, c'est pas d'arriver ici avec des réponses claires et absolues. C'est pas le mandat de la recherche. Le mandat de la recherche, c'est de mieux comprendre et de mieux faire avancer des connaissances relatives à des questions comme celle-là. Est-ce que c'est possible, en vieillissant, d'améliorer mon fonctionnement cérébral ou au moins de le maintenir? Si vous êtes ici, c'est parce que le vieillissement vous intéresse, d'une façon ou d'une autre, soit personnellement, soit pour quelqu'un de proche de vous qui connaît le vieillissement de façon plus accélérée parce que c'est quelqu'un qui a 70, 75, 80 ans et qui en vit les conséquences. Mais pour se mettre un peu dans l'ambiance, quelques statistiques. On sait que plus le temps passe, plus on vieillit. Hein? Au moment même où je vous parle, vous êtes en train de vieillir en secondes. Au Canada, il y a 10 millions de personnes qui auront 65 ans et plus en 2025. 10 millions de personnes sur 30 quelques millions, c'est beaucoup. Plus le temps passe, plus on vieillit vieux. Ah, ça, c'est une nuance importante. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement il y aura plus de personnes âgées, mais les personnes les plus âgées représentent le segment de la population qui vieillit le plus rapidement. Les 85 ans et plus sont, à l'heure actuelle, la proportion de personnes ou le segment de la population qui vieillit le plus vite. Okay? En 2003, une personne de 65 ans et plus pouvait vivre jusqu'à 20 ans encore. C'est beaucoup. Malheureusement, plus le temps passe, plus on devient dépendant. C'est-à-dire qu'après 75-80 ans, une large proportion des personnes vont avoir besoin d'assistance pour vivre de façon, je dirais, agréable à la maison. Ça veut dire des soins à domicile, ça veut dire de l'assistance. Et la question qu'on se pose comme chercheur, quand on s'intéresse à ce domaine-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la qualité ou pour augmenter la qualité de vie de ces gens-là. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle de vous dire que plus le temps passe, plus on vieillit? Bon, ça dépend de votre perspective. On pourrait prendre une perspective un petit peu négative et se remémorer les mots, avec beaucoup d'enthousiasme, que Jacques Brel avait concernant la vieillesse dans les années 60. Hein? Vous avez connu probablement ses textes. C'est pas sa chanson la plus populaire, et pour cause, c'est extrêmement noir, extrêmement défaitiste. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit, vieillir, finalement, c'est pas agréable. Hein? Parce que être vieux, vieillir, c'est être vieux, au sens négatif du terme. C'est ne plus pouvoir faire des choses dans la vie, ne plus pouvoir se déplacer du lit au divan, du divan au lit. Vous vous souvenez de la chanson? Alors, quand on écoute ça et qu'on a 18-20 ans, on en rigole, mais quand on connaît le vieillissement un peu plus proche, j'imagine que c'est un petit peu moins intéressant. Heureusement, la perspective a bien changé. Et aujourd'hui, on fait en fait la réponse à ça, c'est-à-dire l'aspect positif du vieillissement. Hein? On ne parle plus des vieux de 60 ans, on parle des jeunes de 80. Ici, vous avez des exemples tirés du National Geographic de 2005, décembre 2005, si ma mémoire est bonne. Parce que vous savez, la mémoire, hein, ça ne décline pas nécessairement avec l'âge. Des problèmes de mémoire, ça arrive à tous les âges. Donc, on ira voir un jour si j'ai raison, mais d'après moi, c'est décembre 2005. Le monsieur à gauche, il a 100 ans, et vous voyez qu'il a l'air d'avoir des rotules encore très bien conservées. Faire du ski nautique, c'est dur sur les genoux. Et à 84 ans, notre ami ici de l'île d'Okinawa au Japon est en train de faire ses étirements avant d'aller faire son triathlon. Quand même, hein? Donc ça, c'est la réponse moderne, la réponse actuelle à l'augmentation du vieillissement de la population. Ce qu'on essaie de voir, en fait, c'est quels sont ces exemples-là de personnes qui vont bien vieillir et de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que dans leur mode de vie ou dans leur gène ou dans leur composition corporelle ou dans tout ce qui est biologique, social et psychologique, fait en sorte qu'ils peuvent, de toute évidence, profiter de leurs vieux jours. Ça, c'est profiter de ces vieux jours. Bon, le triathlon, je ne suis pas certain, personnellement. Mais bon, le ski nautique, peut-être. Il y a le corps, mais il y a la tête qui vieillit bien aussi. Vous en avez des exemples. Encore là, ça abonde. Dans la presse, dans le monde en général. En 2007, Doris Lessing recevait le prix Nobel de littérature. Un prix Nobel de littérature. Elle n'a pas gagné un prix des meilleurs lecteurs, le prix des lecteurs chez Renaud Bré, là. Hein? C'est un prix Nobel de littérature. C'est
la consécration pour toute son œuvre. Elle avait, quel âge elle avait? C'est écrit 88 ans. Quand même, hein? Près de sa 9e décennie de vie. Ça veut dire que même après 90 ans, parce que je suis certain qu'elle fonctionne encore bien, le cerveau peut être optimal et créateur. Bon, là, vous allez me dire, d'accord, c'est encore trop loin. Le gars qui faisait du triathlon, il vient de l'île d'Okinawa, et Doris Lessing, elle est anglaise. Là-bas, c'est pas pareil, ils ne mangent pas les mêmes choses. D'accord. On va être plus concret, on va revenir à Montréal. Bien, on a, nous, à l'UQAM, quelqu'un qui a gagné un prix et qui s'est distingué pour sa thèse de doctorat en histoire de l'art à l'âge de 78 ans, Monique Nadeau, pour ne pas la nommer, qui a fait les journaux après la soutenance de son doctorat. C'est pas un prix de littérature, un prix Nobel de littérature, j'en conviens, mais une thèse de doctorat, c'est quand même pas rien. C'est plusieurs années de sacrifice, de travail, de lecture, de créativité. Et à 78 ans, une Québécoise pure laine, pourrait-on dire, qui réussit à faire ça. Ça veut dire que même ici au Québec, quand il fait moins 30 l'hiver et plus 75 l'été, on peut arriver à bien vieillir en santé. Pourquoi ces exemples-là sont intéressants? Bon, parce que ce qu'on sait, c'est que vieillir, ça ne veut pas dire décliner nécessairement. Le vieillissement est un phénomène extrêmement hétérogène. En fait, au même titre que les premières années de vie. Si vous avez vu évoluer des jeunes enfants, vous savez qu'ils avancent à un rythme quand même assez différent. Hein? C'est pas vrai que tous les enfants marchent à l'âge d'1 an. Il y en a qui commencent un petit peu avant, il y en a qui prennent un peu plus de temps. C'est pas vrai qu'ils parlent tous à 2 ans. C'est pas vrai qu'ils font tous les mêmes étapes au même rythme. C'est un peu la même chose pour le vieillissement. Après, dans la vingtaine, 25, 30 ans, 40 ans, tout le monde est pareil. Moi, comme chercheur en psychologie, quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il n'y avait rien d'intéressant à étudier les jeunes adultes de 25-30 ans parce qu'ils font toutes les mêmes choses de la même façon. On leur fait passer un test cognitif et ils réagissent de la même façon. Mais à 75, 80, 85 ans, les choses se différencient beaucoup. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la vieillesse. On l'a bien vu. Les exemples que je viens de vous montrer là, c'est des contre-exemples à ce qu'on associe au vieillissement en général, c'est-à-dire le déclin des fonctions cérébrales, le déclin des fonctions physiques. Alors, quel est l'objectif de la recherche sur le vieillissement cérébral ou la recherche qu'on pourrait appeler du bien vieillir? C'est de mieux comprendre comment fonctionne le vieillissement cérébral. Quelles sont les règles du fonctionnement du cerveau à la base, de son développement chez la personne âgée, pour mieux comprendre comment je peux prévenir le déclin de certaines fonctions. Il y en a, évidemment, des fonctions dont je ne pourrais pas prévenir le déclin, d'autres qui nous montrent peu de déclin, et la grande question pour nous, ça va être de voir comment on peut compenser le déclin de certaines fonctions par le maintien de d'autres fonctions cérébrales. Bon, là, c'est abstrait un peu, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une fonction cérébrale. D'abord, quand on s'intéresse au vieillissement cognitif, on s'intéresse à la cognition humaine, donc à l'intellect, au fonctionnement de l'intelligence. Le vieillissement intellectuel ou cognitif, c'est le vieillissement de notre fonction de connaître. Cognition, ça vient du latin, de cognoscere, de connaître. C'est comment on prend possession de l'information dans notre environnement, comment notre cerveau va prendre cette information-là et la transformer. Qu'est-ce qui fait que votre cerveau voit des longueurs d'onde, reçoit des longueurs d'onde, reçoit des sons et en crée du sens? Met des mots là-dessus, prend des mots, fait des phrases, prend des phrases, fait des histoires. Et comment tout ça va changer avec l'âge. La première chose qu'il faut faire, il faut l'évaluer. Et l'objectif des sciences cognitives, c'est de savoir comment on peut évaluer le fonctionnement cérébral. Je vous donne un exemple d'une technique qui est développée depuis très longtemps, qui a été développée dans les années 30, en fait, pour comprendre comment fonctionne le vieillissement cérébral. Ça, c'est une technique qui est mise au point en laboratoire, très abstraite. Qu'est-ce qu'elle a d'intérêt? C'est simple, c'est que, elle est simple, elle est relativement simple. Elle nous permet de vérifier, de tester tous les participants de nos études de la même façon, au même moment, en calculant très précisément en secondes ou même voire en millisecondes leur capacité de réagir, leur capacité de donner des réponses, et de contrôler le fonctionnement de leur cerveau. Alors, si je vous reçois dans mon bureau et que je vous présente ce test-là, ce que je vais vous demander de faire au début, en haut à droite, vous avez une planche, et il y a des symboles, ici c'est des X, qui ont des couleurs distinctes.
Et je vous demande le plus rapidement possible, on va le faire ensemble, on va partir à gauche de rouge, de nommer la couleur des X. Hein, vous êtes capable de faire ça. Rouge, vert, noir, blanc, blanc, vert. Ça va bien. Pas tout à fait réveillé, mais ça va bien. OK. Deuxième planche, la planche du milieu. Encore une fois, la couleur de l'encre qui m'intéresse. Noir, rouge, jaune, vert, bleu, vert, noir, jaune, rouge, bleu. Excellent. Là, vous allez me dire, ça va bien. Bon, tout ce que j'ai évalué pour l'instant, c'est ce que vous savez détecter les couleurs. Est-ce que vous savez lire? Troisième planche, là, c'est là que ça se corse, c'est que ça devient intéressant. Le plus vite possible, vous allez me donner la couleur de l'encre des mots qui sont écrits là. Allez-y. Rouge. Bon. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que je mesure dans la troisième planche? La capacité de contrôler votre cerveau, en fait. La capacité que vous avez de contrôler les fonctions qui doivent être mises en branle dans une tâche précise. Ici, c'est nommé la couleur de l'encre. La fonction qui doit être mise en branle, c'est détecter la couleur puis d'associer le mot qui va avec dans votre mémoire. Donc, je vois du rouge, je me souviens que c'est rouge, je dis rouge. Le problème, c'est que pour faire ça, vous devez inhiber. Ça veut dire interrompre, arrêter une fonction qui est extrêmement automatisée chez vous, la lecture. Vous vous promenez en automobile, c'est marqué arrêt, vous voyez arrêt. Hein? C'est marqué n'importe quoi sur un panneau de circulation, un mot très simple, argent, tout le monde voit ça. Économie, tout le monde voit ça. Hein? C'est détecté de façon automatique. Ce que je vous demande de faire, c'est d'interrompre la lecture automatique du mot pour donner la couleur de l'encre. Alors, je vérifie le contrôle que vous avez sur votre cerveau pendant cet instant-là pour mettre en branle les bonnes fonctions. C'est intéressant, mais nous autres, on aime ça compliquer l'existence de nos participants. Là, je ne devrais pas dire ça, Nadia va me dire « dis pas ça, ils ne vont pas s'inscrire ». Bon. Mais ceux qui aiment jouer avec leur cerveau, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, on a inventé, en sciences cognitives, une technique un petit peu plus complexe où là, on va dire aux gens de mettre en branle la bonne fonction au bon moment. C'est-à-dire, parfois lire le mot, parfois donner la couleur de l'encre. On monte une coche au-dessus en termes de contrôle mental. Alors là, il faut nommer la couleur de l'encre, sauf quand le mot est encadré, dans lequel cas, il faut lire le mot. On va le faire le plus vite possible. Allez-y. Quand même, hein? Je vous fais faire ces conditions-là. Je prends votre temps de réponse, le temps que ça prend pour répondre, les erreurs que vous allez commettre, et ça me donne une idée de votre capacité de vous concentrer et de mettre en branle les bonnes fonctions au bon moment. En général, ce que je vais observer, c'est qu'une fois que les gens sont un peu pratiqués, ils arrivent bien à donner la couleur de l'encre. C'est pas évident, mais avec la pratique, ça va assez bien. Par contre, quand ils vont arriver juste avant un changement de consigne, oups, il faut lire le mot. Là, ça va prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut interrompre ce que je suis en train de faire, changer de consigne. Hein? C'est comme si vous étiez en train de faire la popote, le téléphone sonne, vous êtes en train de parler au téléphone, on vous pose une question importante. Avez-vous payé votre bill de l'hydro? Il faut que je réfléchisse. Il ne faut pas que j'oublie que le feu est en train de cuire mes pâtes, puis j'aimerais ça manger des pâtes mangeables pour le souper. OK? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'interromps une tâche, je passe à l'autre tâche, il ne faut pas que je l'oublie, je reviens. C'est ça, en fait, qu'on mesure ici, mais de façon très précise, très ciblée, de façon à ce que je puisse avoir des mesures sensibles, parce que les personnes qui vieillissent bien vont montrer parfois des déficits ici, parfois moins de déficits, ça dépend de leur santé physique, on va le voir un peu plus tard. Et ça va me permettre aussi de distinguer, de faire la distinction entre les gens qui vieillissent bien et les gens qui sont en train de développer des problèmes au niveau du cerveau, donc d'agir le plus rapidement possible là-dessus. Bon, vous allez me dire, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Moi, je viens d'en donner un exemple, cuisiner en répondant au téléphone, mais conduire son automobile aussi. C'est important. Vous êtes en train de conduire, vous êtes concentré, vous savez où vous en allez. La lumière est rouge, elle tourne au vert, vous vous accélérez, mais comme ça arrive souvent à Montréal, les piétons passent. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois interrompre une action qui est en cours. La lumière est verte, je pars, mais je dois l'interrompre parce qu'il y a un événement inopportun qui vient d'arriver. Donc, c'est ça le contrôle mental dans la vie de tous les jours. Ça va? Des questions jusque-là? Une fois que j'ai
évidemment, développer quelques techniques. Là, je vous ai donné un exemple de contrôle mental, hein, contrôle de l'attention, qu'est-ce que je dois faire d'une tâche à l'autre. Je pourrais aussi mesurer votre mémoire à long terme, mesurer votre mémoire à court terme, votre capacité d'abstraction, etc., etc. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a plusieurs techniques pour faire l'éventail de toutes ces fonctions cérébrales-là qui ne vieillissent pas toutes de la même façon. Et ça, on le sait. Après des années d'études sur le vieillissement cérébral, on sait que certaines fonctions seront plus sensibles que d'autres à l'avancée en âge. Et vous le voyez bien sur cet acétate-ci, de 20 à 90 ans, ce qu'on voit, c'est un déclin relativement abrupt des fonctions de contrôle mental comme on vient de faire. C'est-à-dire d'interrompre les fonctions qui ne sont pas pertinentes et de mettre en branle les bonnes fonctions le plus rapidement possible. On va parler donc de vitesse, d'attention, de mémoire un peu aussi. Par contre, on sait aussi que le langage, les connaissances générales, augmentent, restent stables très longtemps et voire augmentent chez les gens qui se stimulent sur le plan cérébral de façon constante. En fait, c'est pour ça que la tâche de tout à l'heure était difficile. C'est parce que votre langage est maintenu, votre capacité de lire est maintenue, et donc le contrôle cérébral va être d'autant plus nécessaire qu'il faut arrêter une fonction qui est maintenue. Ça, c'est relativement positif, parce que ça me dit qu'il y a des fonctions cérébrales que je peux utiliser pour compenser le déclin de d'autres fonctions. Alors, pourquoi ça décline? Pourquoi elles déclinent les fonctions cérébrales de contrôle, de vitesse de traitement, etc.? Bien, c'est relativement complexe, et je ne peux pas dire qu'on comprend encore très bien pourquoi. Il y a beaucoup de déclin qui vient avec plusieurs maladies chroniques. Le diabète, par exemple, va être associé à des déclins cognitifs s'il est mal contrôlé. Les troubles cardiaques, la santé physique en général, l'alimentation serait associée, bien que les études dans le domaine tardent à nous donner des preuves concrètes. Il reste qu'on pense qu'on a suffisamment de preuves pour penser que la nutrition peut avoir un impact sur la cognition dans le vieillissement normal. Et ce qu'on sait de façon générale, grâce aux techniques avancées aujourd'hui qui nous permettent de voir le fonctionnement cérébral, c'est-à-dire de scanner en bon français le cerveau de nos participants, ça c'est des images que vous avez peut-être déjà vues dans les journaux. On sait qu'il y a des changements sur le plan du cortex, par exemple, donc la matière blanche de votre cerveau, qui est en fait l'amalgame de neurones qui vous permet de réfléchir, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions rapides, va avoir tendance à diminuer en volume. Et c'est pour ça qu'à droite, le cerveau de 93 ans montre un peu moins d'images en blanc, un peu plus d'images en noir que le cerveau de gauche, qui est un cerveau de jeune. On a tendance aussi à voir une moindre connectivité au niveau des neurones. Mais ça, encore là, c'est des connaissances qu'on est en train de prendre, c'est que finalement, il y a une forte proportion de ça qui pourrait être associée à un manque de stimulation cérébrale, un manque de stimulation physique également. Mais jusqu'à tout récemment, on associait le vieillissement à une diminution de la connectivité des neurones également. En fait, pour citer un collègue américain un peu plus noir que moi, les neurones, c'est comme les vieux couples, en vieillissant, ils communiquent moins bien. Quoique, bon. Qu'est-ce que la science du bien vieillir nous dit? Bien, j'étais en train de le dire un petit peu tout à l'heure, c'est un portrait assez noir, parce qu'il a été fait en partie basé sur des études d'il y a quelques décennies où on comparait en fait des personnes très âgées et des personnes très jeunes et on voyait des différences importantes, des différences liées à l'âge. Par contre, on ne tenait pas beaucoup compte des différences de style de vie. Est-ce que les personnes sont en bonne santé physique? Est-ce que les personnes se stimulent sur le plan cérébral? Est-ce qu'ils font des jeux régulièrement? Est-ce qu'ils continuent à essayer de s'informer? Est-ce qu'ils vont lire? Est-ce qu'ils vont bien s'alimenter également? C'est quelque chose qu'on étudie depuis très peu. Et c'est important parce qu'il faut voir que, d'expérience, je peux vous dire que dans les études d'il y a 10, 15, 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de marathoniens dans les études sur le cerveau et le vieillissement. Parce que ces gens-là sont très occupés. Ils n'ont pas le temps de venir aux études. Pas parce qu'ils sont obligés d'être occupés, mais parce qu'ils aiment s'occuper. Okay? Dans d'autres études, c'est l'inverse. On regarde les proportions, on regarde les descriptions des participants, puis on se dit, waouh, c'est des gens très actifs intellectuellement, mais pas tout le temps actifs physiquement. Donc, on ne sait pas toujours bien quel type d'activité maintient bien le vieillissement cérébral. Okay? Et ça ne fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à ces différents styles de vie.
Et pourtant, ça fait longtemps qu'on y pense, parce que vous fouillez un peu dans la littérature populaire et vous allez trouver des preuves que c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Hein. Il y a Satchel Paige qui disait « Age is a question of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter ». En fait, c'est un peu le message que je vais essayer de vous donner aujourd'hui en langage scientifique, donc peut-être un peu moins absolu. Mais l'idée, c'est d'avoir un style de vie qui nous permet de maintenir ses fonctions cérébrales au maximum, donc de ne pas se trouver trop vieux trop vite. Ce qu'on sait scientifiquement, c'est qu'il existe des modérateurs. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que j'appelle un modérateur, c'est quelque chose qui modère le déclin du vieillissement. C'est un facteur de style de vie qui va moduler, qui va influencer la relation entre l'âge et le vieillissement cérébral. Okay? Si on prend pour acquis que la science dit jusqu'à aujourd'hui, plus je vieillis, moins mon cerveau fonctionne bien, ces modérateurs-là viennent mettre un bémol sur cette relation-là. Ils nous disent oui et non. Oui, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, moins si je fais tel style de vie, tel style de vie. Et dans les styles de vie qui vont avoir un impact, on sait aujourd'hui que la scolarité a été étudiée longtemps comme ayant un impact. Pourquoi? Parce que la scolarité me permettait de mesurer la stimulation intellectuelle qu'une personne a eue dans son jeune âge de façon très précise. Si je fais une étude ici au Québec et je veux la comparer à une étude au Japon, j'appelle mon collègue japonais, je ne sais pas moi parler du japonais, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'enseigne au Japon. Mais je sais que s'il a mesuré le style de vie, il a mesuré de façon quantitative le nombre d'années de stimulation d'une personne jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Si je fais une étude au Québec rétrospective sur les années 20, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bien, distinguer ceux qui ont fait le cours classique de ceux qui ne l'ont pas fait. Ce que je ne connais pas présentement, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Mais au moins, j'ai un critère concret de stimulation intellectuelle parce qu'il fallait atteindre un niveau de stimulation pour le passer. Donc, c'est pour ça que ça a intéressé les gens. Et ce que ça nous a permis de constater, c'est que la stimulation cognitive dans toute la vie d'une personne avait un impact sur son vieillissement cérébral. Donc, on est allé plus loin et maintenant, on sait que la stimulation cognitive de toutes sortes peut avoir un impact sur le déclin cognitif. Et même chose pour l'activité physique. Alors, ce que je vais faire pour le temps qui me reste, c'est vous donner des exemples concrets de ça et des règles. Bon, une des règles qui émane de la science, c'est que quand on compare des aînés et des jeunes, les personnes qui ont été le plus stimulées sur le plan cognitif montrent moins de différences liées à l'âge. Donc, sur un graphique comme celui-là, si je prends les gens de 60-70 ans, je les compare à des jeunes, oui, j'ai des différences dans les performances de mémoire, mais dès lors que je contrôle pour la stimulation cognitive d'une personne, ces différences-là sont diminuées. Donc, ce que ça veut dire, c'est maintenir un fonctionnement intellectuel constant, quotidien, chercher la stimulation, réduire le déclin cognitif. Si je les suis pendant longtemps, ces personnes-là, ce qu'on appelle une étude longitudinale, je prends un groupe de personnes, je vous prends ici, mettons, je barre les portes, là, vous n'avez plus le droit de sortir, OK, vous êtes désormais, c'était ça la blague, participant, non, c'est pas vrai. Mais supposons, je barre les portes, vous faites partie de mon étude, vous ressortez dans 10 ans. OK? Ben, ce que je sais, c'est long, hein? Ce que je sais, non, il va faire moins chaud. C'est que si la partie, supposons encore une fois que je divise le groupe, ceux de gauche, on va se stimuler, on va faire du Scrabble, on va lire des livres complexes, on va se stimuler intellectuellement tous les jours, 2-3 heures par jour, puis les autres, on va rien faire, juste attendre que le temps passe. Mais ceux qui sont stimulés vont montrer moins de déclin cognitif. Dans une courbe, comme je vous ai montré au début, là, la courbe en bleu qui diminuait, les gens plus stimulés diminuent moins. Évidemment, la preuve concrète que ça fonctionne, c'est pas de suivre ces personnes-là longtemps ou c'est pas de les comparer à des jeunes, mais c'est encore une fois, je vous prends captif, je vous divise en deux, et là, je fais ce qu'on appelle des programmes d'intervention, ciblés, étudiés pour améliorer une fonction cognitive donnée. Par exemple, la mémoire à long terme. Et là, on va entraîner notre mémoire. Dans un autre groupe, j'améliore l'attention. Donc, j'aide les gens à trouver des techniques pour faire 2 tâches en même temps, par exemple. Ils sont assis devant l'ordinateur, puis ils font ça 2-3 heures par semaine, pendant un certain nombre de semaines, et je vais voir qu'est-ce que ça fait comme impact. Et ce que ça donne comme impact, c'est que ça a tendance à améliorer le fonctionnement cérébral des personnes. Ici, c'est un exemple de laboratoire qu'on a à l'Institut de gériatrie, où les gens vont arriver en groupe de 10 personnes. Ils vont avoir chacun leur ordinateur, chacun leur set d'écouteurs, et ils vont faire des tâches comme ça de stimulation intellectuelle. Et ce qu'on constate, c'est qu'après quelques semaines d'entraînement, on voit une amélioration des fonctions cérébrales qu'on a entraînées. Et ça, c'est vrai chez les gens de 70-75 ans.
On ne sait pas encore à 90, 95 ans. Il y a trop peu d'études avec ces groupes-là. Mais pour l'instant, c'est déjà énorme. On sait que même après 70 ans, les personnes âgées qui s'entraînent régulièrement dans nos laboratoires montrent une amélioration qui est parfois équivalente, parfois un peu moins, dépendant des tâches, mais parfois équivalente à celle qu'on a chez les jeunes de 20 à 30 ans. On peut aussi trouver des techniques pour améliorer la mémoire, par exemple. Par exemple, on va enseigner aux gens à développer des techniques pour prendre une pause quand vient le temps d'emmagasiner une information et trouver une stratégie pour bien l'emmagasiner. Je donne l'exemple des noms propres. C'est souvent une plainte, ça. Les gens même vont dire « Ah, moi, je ne sors plus trop, je ne veux pas rencontrer trop de monde. J'ai de la misère à me souvenir des noms. » Bon, déjà, on va régler une affaire tout de suite, là. Ça, c'est pas une question d'âge. Moi, ça fait 5 ans que ça m'arrive. OK? Je rencontre 2-3 personnes, je ne me souviens pas de leur nom. Des techniques comme ça servent à quoi? À nous obliger à prendre une pause et à se dire, OK, si je ne me souviens pas du nom de la personne, c'est peut-être parce que je n'utilise pas la bonne stratégie pour la mettre en mémoire. Et c'est ça l'importance d'étudier le fonctionnement cérébral. Parce qu'il y a des règles. Hein? Il faut les suivre. Alors ça, c'est une technique qui s'appelle l'association visage-nom. Pourquoi visage-nom? Parce qu'on essaie d'associer une caractéristique du visage d'une personne avec son nom propre. Et pour ce faire, on va utiliser une technique d'imagerie mentale. Exemple, je rencontre Véronique. Je le sais que je ne vais pas me souvenir de son nom. Il faut prendre conscience de ça d'abord. Mais Véronique a des lunettes. Ah! Elle a des lunettes, elle s'appelle Véronique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, quand on est habitué, hein, on travaille cette technique-là, on le fait assez rapidement. Mais je vais imaginer Véronique dans un verre Ikea bleu. C'est pas besoin qu'il soit Ikea bleu, là, mais dans un verre. Véronique a des lunettes, je l'imagine dans un verre. L'image est cocasse. Ce qui va arriver, c'est que quand je vais revoir Véronique, je vais penser à cette image bizarre que je me suis faite, de l'imaginer dans un verre. Et là, bien évidemment, après avoir pratiqué la technique, le lien se fait tout seul. Pourquoi je l'ai imaginé dans un verre? Ah oui, elle a des lunettes, elle s'appelle Véronique. Voyez-vous? Bon, je vous laisse imaginer une autre technique. Vous rencontrez un monsieur qui a un très grand nez, vous pouvez penser à d'autres techniques. Et ce n'est pas nécessaire de dire à la personne la technique qu'on a utilisée. Hein? Ça peut être gênant même. Bon, c'est ce genre de choses-là qu'on va enseigner, de sorte que le message que vous pourriez retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein? À tous âges, on peut imaginer des nouveaux apprentissages, on peut imaginer développer ses fonctions cérébrales de façon importante. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous dire que ça marche jusqu'à 100 ans, mais je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas non plus. La science n'est pas rendue là, ce qui fait qu'on ne peut pas conclure ni d'un côté ni de l'autre. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais juste assez pour vous parler d'activité physique. Ça aussi, c'est un autre grand courant de recherche dans nos laboratoires et à l'Institut de gériatrie. Comment l'activité physique, de façon régulière, pourrait améliorer le fonctionnement cérébral d'une personne? Alors, la logique est la même. Au départ, on avait des études qui nous montraient que le vieillissement cérébral pouvait être modulé ou modéré par un programme d'activité physique de façon continue, et soutenu pendant assez longtemps, quelques mois. À l'origine, ces études-là se sont butées à des réserves. Parce que les gens se disaient, oui, mais jusqu'à un certain âge, là, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment bon de faire de l'activité physique? Madame a de l'arthrite, monsieur a mal à telle place et telle autre. Est-ce qu'il peut encore faire du sport et tout ça? Et je vous jure que puis même encore maintenant, moi, j'ai des collègues partout qui essaient de faire ce genre de programme-là. En Europe, aux États-Unis, ils me disent toujours la même chose. Parfois, je rencontre un intervenant ou un décideur qui me dit, ah non, c'est beaucoup trop dangereux. Est-ce que c'est dangereux de faire du sport en vieillissement? Ben moi, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend de la façon dont on le fait. Ça dépend si on est bien coaché, si vous me permettez l'expression. Et on a assez de preuves pour savoir que non, c'est pas si dangereux que ça. Il n'y a pas besoin d'aller à l'extrême du monsieur qui fait ses étirements sur la tête, là, ou de l'autre qui fait du ski nautique à 100 ans. Même ici, un couple de Québécois qui est allé fêter son... Attendez, je le vois même plus. C'est son 50e? Je pense que c'est ça, son 50e anniversaire de mariage au marathon de Boston. Ils se sont classés pour aller au marathon de Boston. Déjà, c'est pas mal. Je n'ai pas vérifié combien ils avaient fini, mais ce n'est pas important. Ils ont couru le marathon de Boston pour fêter leur 50e anniversaire. 42 km,
Bon, là, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'est-ce qui est le plus dur, courir 42 km ou rester 50 ans avec la même personne? Bon, je vous laisse sur cette réflexion. N'empêche, ce que ça dit, c'est que, encore une fois, c'est un exemple de personnes qui ont maintenu une activité physique soutenue pendant très longtemps. On suit des cohortes ici d'athlètes qui maintiennent une capacité physique très, très, très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal aux genoux, là. Moi, je suis certain que si on les consulte, là, puis on leur pose des questions, je suis sûr qu'ils ont mal aux genoux, aux chevilles, un peu partout. Hein, on ne se fera pas à croire, mais ça, encore là, c'est vrai à tous âges. Un jeune marathonien, il a aussi un petit peu mal aux rotules, des fois. En 113 ans d'histoire, les organisateurs n'avaient jamais vu ce genre de noces d'or. Ça, c'est intéressant aussi. Mais là, je vous jure que ça va commencer à être plus populaire. C'est certain. Parce qu'on voit de plus en plus d'exemples dans la presse populaire de ce genre de phénomène de bien vieillir. Pourquoi? Parce qu'on y porte attention. Pas parce que ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a toujours des exemples dans l'histoire de gens qui ont maintenu une capacité physique longtemps. Encore une fois ici, le rationnel est le même. C'est-à-dire que si je compare des gens autour de 75 ans à des gens jeunes, oui, dans les études classiques, je voyais des différences cognitives, des pertes cognitives chez mes aînés, mais dès lors que je contrôle pour le fonctionnement physique, la capacité physique d'une personne, chez les gens qui ont maintenu une bonne capacité physique pendant longtemps, il y a une moindre diminution, une moindre différence cognitive. Même chose si je les suis pendant longtemps. Encore le même rationnel. Je vous garde captif ici, je fais rentrer des tapis roulants, puis là, tous les jours, à tous les 2 jours, on fait 30 minutes de tapis roulant. Bien, vous allez décliner moins avec le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle les études longitudinales. Ça, on en lit énormément dans les journaux. C'est souvent ce genre d'études-là qu'on va lire. Ce que ça ne me dit pas, par contre, c'est, je ne vous ai pas choisi, donc je ne vous ai pas proposé un programme précis dans une étude longitudinale. Souvent, il y a 2-3 000 personnes, on les suit dans le temps, puis on mesure leur énergie dépensée à chaque semaine, le nombre de kilomètres qu'ils ont couru s'ils courent. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer le fonctionnement cérébral. C'est beau de faire du sport, mais combien de fois par semaine? Combien de minutes? À quelle intensité? Est-ce qu'il faut que ça fasse mal? Hein, il y en a qui pensent qu'il faut suer pour que ça fasse mal pour faire du sport. Non, vous en connaissez des comme ça? C'est encore là, ce n'est pas une question d'âge. Hein. Donc, ces genres de questions-là, la seule façon de répondre à ces questions-là, c'est de faire ce qu'on appelle des programmes d'intervention, des programmes d'intervention ciblés, où là, on va pouvoir enfin comprendre la relation circulaire potentielle, parce que ça se pourrait que les gens actifs soient mieux maintenus sur le plan cérébral parce qu'ils sont plus en forme physiquement, mais parce qu'ils sont plus en forme physiquement, maintiennent mieux leur fonction cérébrale. Bref, c'est quoi la poule ou l'œuf là-dedans? Alors que dans un programme d'intervention, je prends les gens au hasard dans la population, je les divise au hasard dans un programme d'intervention ciblé et dans un groupe dit contrôle ou dit placebo, chez qui je ne mesurerai pas l'effet d'une intervention directe. Et là, je vais pouvoir mesurer vraiment qu'est-ce qui a un impact. Est-ce qu'il faut marcher 20 minutes par jour? Est-ce qu'il faut augmenter son rythme cardiaque à tel niveau ou à tel autre niveau? Est-ce qu'il faut faire des étirements avant ou après? Est-ce qu'il faut faire de la force? Hein, ça, c'est un enjeu en recherche présentement. Est-ce que c'est seulement la santé cardio-respiratoire qui a un impact sur la cognition, sur le fonctionnement cérébral, ou est-ce qu'il faut faire aussi des programmes de force musculaire? Et la réponse n'est pas claire. Je ne peux pas ce matin vous donner une réponse claire. Il y a 2 mois, j'étais convaincu que c'était juste la capacité aérobie et que la force musculaire n'avait pas d'impact. Aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent que peut-être qu'un entraînement en force musculaire pourrait avoir un impact sur le cerveau par des effets hormonaux quelconques ou de neurotransmetteurs. Donc, la science évolue là-dedans. Et pour que la science évolue, il faut faire des programmes d'entraînement physique. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, dans nos programmes, on va tester différents types de programmes d'intervention avec plus ou moins de dosage de type d'exercice physique, avec l'exercice physique combiné à de l'exercice cognitif. Donc, parfois, ils vont aller à la salle d'ordinateur, parfois, ils vont aller dans le gym. Et une étude peut ressembler à ça, c'est-à-dire qu'au départ, je vais tester, faire ce qu'on appelle un pré-test, vérifier les fonctions cognitives des personnes, évaluer leurs conditions physiques, les envoyer dans un groupe ou dans l'autre, au hasard, et ensuite réévaluer leur fonctionnement cérébral et leur fonctionnement physique. Les programmes d'exercice sont variés, ils peuvent ressembler soit à des exercices d'équilibre, de maintien de posture, de flexibilité, de marche,
ou encore à des exercices de type aérobie, où là, on les met sur le tapis roulant, sur le vélo, on augmente la cadence, l'effort physique pour augmenter le rythme cardiaque jusqu'à un certain point qu'on aura évalué à l'avance pendant un certain temps. De sorte que, après un programme, si ça a bien fonctionné, mon groupe en rouge, qui aura fait le programme d'intervention, va montrer une augmentation de ses capacités physiques. Ici, le groupe en rouge montre que la capacité cardio-respiratoire, c'est évalué ici par un test de marche rapide, qui nous permet de mesurer la capacité d'absorption maximale d'oxygène d'une personne lors d'un effort maximal, va s'améliorer significativement par rapport au groupe en bleu, qui a été suivi la même période de temps, et à qui j'ai dit, ne changez pas votre style de vie, restez pareil, je vais vous revoir dans 3 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont restés pareils. Ils ont bien écouté la consigne. Et le changement cardio-respiratoire, le changement dans la capacité physique de la personne, est associé à une amélioration de certaines fonctions cognitives. Vous vous souvenez de mon test compliqué de tout à l'heure où je vous disais, il faut lire la couleur de l'encre, donner la couleur de l'encre ou lire le mot. Hein? Quand je les teste avec cette épreuve-là, les gens en rouge qui ont montré une amélioration de la condition physique ont montré une amélioration des performances à ce test. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils vont prendre significativement moins de temps pour compléter le test que le groupe en bleu, qui aura fait le test de façon répétitive. Pourquoi ça a un impact sur le cerveau, la remise en forme physique? C'est quoi l'impact de l'entraînement physique sur le cerveau présentement? Bon, on pense que ça a, et il y a des raisons de croire, avec les études chez les animaux, chez les rats par exemple, ou surtout chez les rongeurs, qu'il y aurait une amélioration de l'intégrité cérébrovasculaire. Ça favoriserait le transport sanguin au niveau du cerveau et avec le sang, et transporter les nutriments nécessaires et tout ce qui fait fonctionner le cerveau. Par exemple, l'oxygène. Il y a une forte proportion, dans les 20-25% de notre consommation d'oxygène, qui se fait au niveau du cerveau. Donc, un sang qui circule mieux, qui est mieux oxygéné, qui circule mieux au niveau du cerveau, risque d'améliorer la consommation d'oxygène cérébrale. Ça favoriserait aussi la communication entre les cellules nerveuses. Et même chez certaines études animales, encore une fois chez le rat, ça augmenterait la connectivité cérébrale. Et donc, si on revient avec notre... Oui, pardon. Ah, ben je vous le montrerai après. On achève de toute façon. Je vous le remettrai à la période de questions. Ça va? Ça, je ne peux pas vous dire encore. Pour l'instant, je croirais plus à une connectivité de neurones qui avait un potentiel. Mais il faudrait attendre encore. C'est des études animales, d'abord. Il n'y a pas beaucoup d'études chez l'humain. 1-2 études qui semblent être convaincantes. Puis les techniques d'imagerie chez l'humain sont encore à développer pour qu'on ait vraiment au niveau du neurone. Présentement, on sait que le cerveau fonctionne mieux. Hein? Mais quand on dit qu'il fonctionne mieux, il ne faut pas oublier que les techniques d'imagerie cérébrale, présentement, ils mesurent un cerveau qui consomme de l'oxygène ou du glucose. Donc, le cerveau consomme plus d'oxygène en faisant une tâche donnée. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est vrai, d'autant plus que votre capacité physique a été améliorée. C'est le plus précis où je peux aller pour l'histoire, dans l'histoire jusqu'à maintenant. Mais ça va très vite. Ça évolue très, très vite. C'est des nouveaux courants de recherche, puis je pourrais revenir ici dans un an puis vous raconter une autre histoire. OK? Ça m'étonnerait qu'elle soit complètement différente, mais elle va peut-être être affinée un petit peu. Ici, bon, je passe rapidement là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer. À gauche, vous avez les régions du cerveau. Donc, le cerveau est comme ça, là. Vous auriez les yeux ici, puis le derrière de la tête ici, donc il regarde vers la droite. Et ça, c'est les régions de la matière blanche, la connectivité entre les neurones, et la matière grise, donc le cortex comme tel. La matière grise, c'est comme... Tout le monde sait c'est quoi la matière grise. Hein? Plus l'orange est orangé, plus les régions sont sensibles au vieillissement normal. Et à droite, plus le vert bleu est foncé, plus ces régions-là sont sensibles à la remise en forme physique. C'est facile de voir que finalement, ça touche les régions les plus sensibles à l'âge. Hein? Donc, l'histoire qu'on pourrait se raconter ici, c'est que les régions qui sont le plus touchées par le vieillissement sont aussi celles qui vont réagir le plus vite quand on se remet en forme physiquement. Probablement par une amélioration, comme je disais tout à l'heure,
du transport du sang, une meilleure irrigation sanguine au niveau de certaines régions cérébrales avec tout ce qui va avec. Donc, jusqu'à maintenant, moi je suis assez confiant pour vous dire qu'une activité physique soutenue régulière peut aider le cerveau à vieillir en santé. Pourquoi et les mécanismes fondamentaux qui expliquent ce phénomène-là sont encore à être élucidés en ce moment. C'est pas clair qu'on peut se faire une histoire facile à comprendre, mais il y a une relation assez soutenue entre la remise en forme physique et le maintien des fonctions cérébrales. Ça peut passer par d'autres explications, hein? Parce que faire du sport améliore la qualité du sommeil. Le sommeil est en lien avec les fonctions cérébrales. Et ça, on le sait, il y a des études qui ont cours ici. Dr Carrier, Dr Doyon travaillent sur les relations entre le sommeil et les fonctions cérébrales chez la personne âgée. Et on sait que de faire du sport va améliorer la qualité du sommeil. Surtout au début. On dort dur. Ça améliore aussi l'alimentation. Chez certaines cohortes, on voit qu'il y a un changement dans le style alimentaire après l'adhésion à un programme d'activité physique. Il y a aussi probablement une meilleure gestion des maladies chroniques, comme les maladies pulmonaires, coronariennes, métaboliques, comme le diabète. On le sait que l'activité physique, c'est un des éléments, sinon l'élément le plus influent sur le contrôle du diabète type 2. Et on sait que le diabète type 2 a un impact sur la cognition. Donc, ça pourrait être un autre facteur qui expliquerait la relation importante qu'on voit entre l'activité physique en haut et la vitalité cognitive des personnes. J'espère vous avoir convaincu que le sport, ce n'est pas dangereux pour les personnes âgées. En fait, j'espère vous avoir convaincu que c'est dangereux de ne pas en faire. Et que ceux qui ne croient pas avoir le temps pour faire de l'exercice physique aujourd'hui devront tôt ou tard trouver le temps d'être malades demain. Pour conclure, vous me suivez encore? Vous êtes encore là? Pour conclure, j'aimerais vous laisser partir aussi avec une idée. Comment je pourrais implémenter, excusez, ça c'est pas un terme français, je pense. Comment je pourrais adopter des comportements, un style de vie qui soit en lien avec ces connaissances-là de la science? Comment la science abstraite que je vous présente là peut avoir un impact sur votre style de vie dans le quotidien? En fait, j'aimerais vous laisser avec l'idée que vous pouvez gérer votre potentiel cérébral comme votre potentiel financier. Supposons que je change de casquette, je ne suis pas un chercheur. Je suis un gestionnaire financier. Moi, je ne suis pas très bon là-dedans, fait que je vais peut-être dire des bêtises, mais ce n'est pas grave. Hein? La première chose qu'on entend souvent, c'est varier votre portefeuille. C'est encore vrai, ça, varier votre portefeuille? Il y a encore plus de ce temps-ci, pas trop d'actions, un peu plus de sécurité. Bien, la même chose pour le fonctionnement cérébral. Varier vos activités. Pas toutes mettre nos œufs donc dans le même panier. Favoriser des activités stimulantes, tant sur le plan physique que cognitif que social, parce que le social a un impact majeur sur le cognitif. C'est compliqué de lire des mots ou de donner la couleur de l'encre, mais c'est encore plus compliqué d'interpréter le froncement de sourcil que ma conjointe vient de faire parce que j'ai dit un mot de trop. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire? Qu'est-ce que je voulais vraiment... Et là, il ne faudrait pas qu'on s'engueule ce soir parce que... Bon, hein? Là, ça, c'est du social, mais c'est de l'interactif cognitif. Votre cerveau, il travaille pendant ce temps-là. Donc, et surtout, on sait qu'en société, les gens vont être gardés plus actifs. Ils vont avoir tendance à aller plus souvent faire leur programme d'activité physique en groupe que tout seul. Intellectuellement aussi, ça ne me tente pas vraiment d'aller jouer au bridge ce soir, mais j'ai dit au gars que j'irais, fait que je vais y aller. Hein? Donc, le caractère social des interventions est important. Donc, prévoir des activités en groupe et individuelles aussi. Pourquoi? Parce que le groupe ne fonctionne pas toujours. Il pleut dehors ou il fait moins 30 puis c'est glacé, donc personne veut y aller. Tout le monde se décommande. Bien, je ne fais rien aujourd'hui. Si j'ai des activités individuelles, bien, peut-être que je vais changer mon plan de match aujourd'hui puis continuer tel projet que je suis en train de faire chez moi. Et impliquant des niveaux d'effort physique variés. Parce que même si je peux faire du ski nautique à 100 ans ou du triathlon à 84, ou un marathon après 50 ans de mariage, je ne crois pas, mais pas. Des fois, ça fait mal. Des fois, je ne peux pas aller courir. Et ça, c'est vrai à tous âges. Quelqu'un qui court plusieurs fois par semaine, même à 35-40 ans, va vous le dire. Non, là, hier, je me suis fait mal au genou un peu, j'ai trop couru, je vais prendre quelques jours off. Mais pendant ces quelques jours off-là, qu'est-ce que je fais? Donc, des niveaux d'intensité physique variés aussi.
Ça fait beaucoup de dimensions à varier. Donc, on va imaginer un graphique où j'aurais à gauche des activités en groupe, à droite des activités individuelles, qui demandent plus ou moins de mobilité et d'énergie. Donc, plus en haut, moins en bas. Et là, j'ai puisé dans des livres, qui ne sont pas tous de moi, ces exemples-là, des exemples d'activités qui pourraient avoir cours. Par exemple, des groupes de danse, des voyages organisés. Mais ça, c'est très lourd en mobilité. Faire les bagages, partir, prendre l'avion, rester 4 heures à l'aéroport. Charles de Gaulle est fermé à cause du volcan, je reste 2 semaines de plus. C'est lourd, un voyage. Donc, on ne peut pas juste faire des voyages organisés. Et en plus, ça coûte cher. Donc, plus d'énergie, moins d'énergie, à mobilité importante ou réduite, activité individuelle ou en groupe. Et là, on voit dans la littérature des choses assez intéressantes. J'ai en souvenir une dame de 115 ans, je crois, d'Ohio, qui a écrit toutes les recettes familiales de mémoire de sa famille. Elle a récolté, à force d'appeler ses sœurs, ses tantes, ses oncles et tout ça, suffisamment de recettes pour écrire un bouquin de 200-300 pages qu'elle a publié. Quand même, intellectuellement, c'est de la stimulation. Personnellement, j'ai connu l'origine de mon nom de famille grâce à un oncle de 70 ans qui a fait l'arbre généalogique. Il m'a appelé, il m'a dit, je veux les extraits de baptême de tes enfants ou les certificats de naissance. Je dis pourquoi, mais je suis en train de faire l'arbre généalogique. Il me l'a envoyé 6 mois plus tard et j'ai enfin compris d'où venait, parce que comme tous les Québécois, je ne viens pas d'ici. Il n'y avait pas de Québec avant. Donc, c'est intéressant. Et lui, à 70 ans, il passait ses journées à aller à la Grande Bibli, à telle place, à tel village et tout ça. Ça a été sa retraite. Donc, l'idée peut-être, c'est d'aller puiser dans des passions qu'on avait quand on était un petit peu plus jeune et qu'on avait un petit peu moins de temps, et d'aller les actualiser, mais toujours en gardant ces variations de dimensions pour en garder un peu pour nous, en partager un peu plus de sport, un peu moins de sport, un peu plus d'activité intellectuelle, un peu moins. Comme ça, on s'ajuste aux températures clémentes du Québec. On ne va pas aller courir quand il fait 40, c'est déconseillé, mais on peut peut-être faire plus d'intellectuel, etc., etc. Puis posez-vous là la question, une fois de temps en temps, quel âge auriez-vous si vous ne saviez pas votre âge? Ça, c'est une phrase banale. Quand je l'ai lu, je me disais, une autre phrase toute faite. Ça doit être sur une boîte de céréales ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand on y pense, je serais quand même... Évidemment, on ne peut pas la tester, la vérifier, la plupart des gens connaissent leur âge. Mais quand on y pense, cette phrase-là est extrêmement marquante. Puis on pense à tous nos amis qui, à 40 ans, se sentaient donc vieux, et à tous les autres qui, à 75, se sentent si jeunes. Bref, le message pourrait être seulement ça ce matin, on aurait déjà fait le tour de la question. Et retenez que le cerveau, c'est un organe qui respire, qui doit être stimulé, qui s'alimente. Et que pour finir, votre cerveau n'arrête jamais de se développer et de changer. Il a commencé quand vous étiez embryon et il va continuer toute votre vie. Et c'est cette propriété-là, cette plasticité-là qui représente sa plus grande force. Et je vais arrêter là-dessus en remerciant mon équipe de recherche grâce à qui je peux vous raconter toutes ces belles histoires ce matin. Merci. Évidemment, je suis disponible pour les questions s'il y avait des questions. Si vous voulez quitter, n'hésitez pas. Je sais qu'il fait 48 degrés à l'ombre présentement. Oui, bonjour. J'apprécie beaucoup votre conférence et l'accent pour nous stimuler et à la fois physiquement et intellectuellement. Mais les exemples que vous donnez sont peut-être peu applicables pour quelqu'un qui est à la maison et qui n'a pas de facilité pour aller à un gymnase. Est-ce que vous pourriez donner des exemples qui seraient faciles à faire à la maison? Je pense à la vieille corde à danser. Est-ce que c'est bon? Le one-step avec notre escalier puis se tenir après la rampe, est-ce que c'est trop? Des élastiques, des petits poids, parce que le tapis roulant, moi, j'haïs ça à mort. Le vélo stationnaire, j'haïs ça à mort. Alors, je cherche des alternatives. Le jardinage, c'est bien, mais c'est pas rapide, c'est lent. Suggestion? Bien, ça, c'est une question qui est importante, mais à laquelle une réponse simple n'est pas possible. Présentement. Parce qu'on est encore au stade de vraiment quantifier et évaluer la qualité d'un programme, la quantité d'énergie qu'il faut déployer, la quantité d'efforts. Donc, je ne peux pas vous dire simplement
qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'un programme d'entraînement à la maison peut avoir un impact. Okay? En fait, c'est mieux que rien. Donc, si vous n'avez pas accès à des programmes ou à des sites qui sont déjà équipés, c'est mieux que de ne rien faire, ça c'est certain. Je vous dirais aussi, en guise de réponse, qu'une forte proportion de nos activités ici, surtout au début du programme, ben, c'est le ballon, l'élastique, les étirements, ça pourrait se faire à la maison. Là, par contre, ça dépend de vos connaissances dans le domaine. Et j'aurais envie d'abord de vous dire, d'en parler. Si vous avez un médecin, première chose, j'en parlerai à mon médecin selon votre condition physique. Si vous avez des maladies déjà identifiées ou si vous prenez certains médicaments qui pourraient limiter l'effort physique que vous pouvez déployer. Donc, dans un premier temps, de vérifier que ce n'est pas votre cas. Que vous n'avez aucune contre-indication pour l'effort physique. Vous pouvez en parler au médecin. Probablement qu'il va être très content de vous conseiller là-dedans. Deuxièmement, ben, c'est de voir si vous avez accès à l'extérieur de chez vous à un programme, tant mieux, vous allez avoir des conseils, vous allez être coaché. Sinon, ben, au moins d'aller chercher des informations sur les types d'exercices que vous pouvez faire avec les équipements que vous avez. Évidemment, il faut éviter les blessures, avoir du plaisir, mais jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'il y en a des programmes, il y a des études qui montrent qu'un programme à la maison peut avoir un impact. Donc, la réponse, oui, vous pouvez le faire. Le comment, ça dépend de vos connaissances à vous. Oui. Deux petites questions. La première, c'est que est-ce que la diminution des connexions neuronales, est-ce que ça vous apparaît comme une des causes principales du vieillissement cérébral? Et ma deuxième question, c'est que parmi les stimulations cognitives, bon, on pense au bridge, au Scrabble, à l'informatique, à la lecture, est-ce qu'il y aurait des stimulations cognitives beaucoup plus importantes que d'autres? Par exemple, la lecture, est-ce que ça serait beaucoup plus important que le bridge? Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Merci. Première question, la connectivité neuronale. Oui, j'aurais envie de dire que oui, mais j'aurais envie, en science, c'est pas un argument très lourd. Je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui qu'est-ce qui explique le plus le déclin du fonctionnement cérébral qu'on observe chez certaines personnes. On pense qu'il y a une diminution de la connectivité, on pense qu'il y a une diminution de la quantité, de la densité des structures neuronales, mais jusque-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des études de grande cohorte, on n'a pas souvent tenu compte de la qualité, de la quantité, c'est-à-dire de la capacité physique de ces personnes-là, de leur style de vie. Donc, on a encore besoin d'études pour mieux comprendre qu'est-ce qui explique au complet le déclin des fonctions cérébrales chez certaines personnes. Deuxième question, c'était sur le type de stimulation intellectuelle. Jusqu'à présent, j'aurais envie de vous dire que, il ne faut pas que ça soit trop confortable. Ça ne veut pas dire désagréable, ça peut être agréable, mais peut-être pas trop peut-être pas trop faire des jeux faciles, mais aller vers des choses nouvelles. Ce que les études montrent, c'est que, par exemple, les employés qui ont un type d'emploi qui nécessite une stimulation constante, un changement de règles, de trouver des solutions à des problèmes complexes, ces gens-là vont montrer un meilleur maintien des fonctions cérébrales avec le temps. Donc, trouver des jeux nouveaux, trouver des fonctions nouvelles. On pense qu'apprendre de nouvelles langues, par exemple, pourrait avoir un effet potentialisateur sur le fonctionnement cérébral. C'est dur d'apprendre une nouvelle langue. Hein? On oublie que c'était dur d'apprendre à parler, mais ça l'est. Et cibler des fonctions, cibler des jeux ou des activités qui correspondent à des fonctions cognitives que vous voulez maintenir. Parce que ce que les études montrent jusqu'à maintenant, c'est que le potentiel de transfert d'un apprentissage vers un autre est relativement limité. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux améliorer une situation donnée, par exemple, je donnais l'exemple de cuisiner en parlant, en répondant au téléphone, supposons que c'est quelque chose que vous voulez améliorer, ou apprendre le nom d'une personne, bien, il faut que la stimulation cognitive soit relativement proche de ce type d'activité. OK. Vieillissant, mettons, je suis celui qui a le plus de parties de jouer, par exemple, en Amérique du Nord, dans les échecs. Tu sais. C'est une excellente question et ça a été étudié en plus. Donc, je peux vous répondre un peu. Je dirais que c'est un jeu qui garde actif les fonctions cérébrales qui sont associées à la mémoire visuelle. Donc, votre capacité de visualiser
une situation complexe comme un échiquier va être maintenue mieux que des gens qui ne font pas ce genre d'activité. Au-delà de ça, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que la capacité de résoudre un problème complexe est très différente dans la vie de tous les jours que ce qui est demandé dans le jeu d'échecs. Et ce qu'on a découvert chez les joueurs d'échecs professionnels, les experts, en fait, en comparant des experts, alors c'est ce qu'on appelle une étude d'expertise. Comment ça fonctionne une étude d'expertise? C'est simple. Vous prenez des experts âgés, 75-80 ans, vous les comparez à des jeunes, puis vous prenez un cohorte de non-experts du même âge que vous comparez à des jeunes non-experts. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les fonctions cérébrales chez les gens qui n'ont pas d'expertise, qui en principe devraient montrer un effet d'âge, une différence liée à l'âge, est-ce que cette même fonction-là va être maintenue chez mes experts? Et la réponse est oui pour la mémoire visuo-spatiale d'images complexes. Ce que ça dit, en fait, c'est qu'un joueur d'échecs fonctionne beaucoup par reconnaissance d'images complexes avec des jeux particuliers. Hein? Donc, si moi j'arrive, moi je connais rien aux échecs, vous allez peut-être avoir de la misère. Parce que ces images complexes-là sont quand même prédéterminées chez un bon joueur d'échecs. Il y a des coups, il y a des respects de règles, et si ce n'était pas respecté, ce serait difficile à suivre, parce que c'est des images mentales qui sont maintenues longtemps. Et c'est comme ça qu'une personne qui est un expert aux échecs va répondre plus rapidement, résoudre le problème plus rapidement. Donc, la mémoire visuelle, j'y croirais. Pour les autres fonctions cérébrales, il faut les travailler dans d'autres types de jeux, Donc, il n'y a pas, en fait, la règle ici, c'est la même que je disais tout à l'heure, qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas une activité qui règle tous les problèmes. Il faut des activités variées qui stimulent des fonctions cognitives variées. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai beaucoup apprécié. J'ai une question pour vous. Est-ce que j'ai bien compris au début quand vous avez dit que la maladie de Parkinson était une maladie du vieillissement? Est-ce que j'ai dit ça? C'est Non. possible. Ce n'est pas une maladie du vieillissement exclusivement. Okay. C'est une maladie qu'on rencontre plus fréquemment chez les personnes âgées. Qu'est-ce que vous pensez d'une jeune femme de 34 ans et d'un jeune homme de 39 ans qui sont atteints depuis des années? Bien, ça peut être, comme je disais, c'est une maladie qu'on rencontre plus fréquemment chez les personnes âgées. Ce qui exclut pas qu'une personne jeune puisse avoir cette maladie-là. Maladie cardiaque, c'est pareil. Un jeune enfant peut avoir une malformation cardiaque et des troubles cardiaques importants. Mais il reste que la plupart des enfants ont moins de chances d'avoir des problèmes cardiaques qu'une personne âgée. Donc, c'est des maladies qui sont dites associées au vieillissement, dans le sens que plus les gens vieillissent, plus ils ont de chances de montrer des symptômes qui sont apparents à cette maladie-là. Donc, le manque de dopamine serait un syndrome du vieillissement. Ça, c'est une question un peu délicate. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que oui, que vous ayez ou non des symptômes associés à la maladie de Parkinson, le vieillissement cérébral, le plus souvent, va s'accompagner par une réduction de l'apport en dopamine. Okay? C'est une des hypothèses de déficit cognitif de certaines fonctions cérébrales. Mais c'est une hypothèse à l'étude. Donc, c'est quelque chose encore qui reste à être concrétisé là, pour vraiment qu'on soit convaincu que ça a un potentiel d'explication. Mais dans plusieurs études, on suggère que la capacité du cerveau à utiliser la dopamine serait une explication c'est une explication en fait au déclin cognitif cérébral. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, M. Belair. J'apprécie votre conférence. Ce qui me frappe, moi, chez les personnes âgées, c'est leur lassitude dans le langage et dans la locution. On écoute souvent des conférences, on entend ce qui se passe. Je peux difficilement mesurer si quelqu'un à côté de moi a bien entendu ou non, sauf que je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la locution chez les personnes âgées qui s'exprime de moins en moins. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui fait que le cerveau là, devient paresseux? C'est une bonne question. Je ne connais pas d'études qui mettent en lien direct ce que j'appellerais l'utilisation du langage et le vieillissement cérébral. C'est sûr que la plupart des études suggèrent qu'une fonction qui n'est pas utilisée constamment risque de diminuer en efficacité. Donc, vous voulez maintenir une fonction, il faut l'utiliser. Ce qu'on appelle en anglais l'hypothèse du « use it or lose it ». Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est la maxime qu'on connaît. Ce que l'on conçoit clairement, les mots pour le dire viennent aisément.
Ben, il faut réfléchir beaucoup pour ça. Hein? Donc, il faut réfléchir, parler, communiquer, interagir. Ça pourrait très bien aller, encore une fois, avec l'une des hypothèses des modulateurs, qui est celle de l'interaction sociale. On le sait que les gens qui ont un réseau social complexe et qui sont stimulés intellectuellement à travers ce réseau-là ont plus de chances de maintenir des fonctions cérébrales pendant longtemps. On ne connaît pas encore les règles de fonctionnement de cette relation-là, mais ça pourrait être une des pistes à explorer. Merci. Oui. Moi, je remarque que la dégénérescence des facultés, tout ce que vous avez expliqué, entraîne chez des personnes de la colère, un comportement psychologique spécial, impatience. C'est toujours les autres qui sont défectueux, c'est jamais eux. Alors, avez-vous... Bien, ça, c'est une question importante. Puis je vous dirais que ça fait pas longtemps que les études se sont intéressées à l'interaction entre ce qu'on pourrait appeler, ce que vous nommez là, c'est des états d'humeur, hein, soit transitoires, soit constants, et les fonctions cérébrales. Et c'est certain qu'il y a une relation. Quelle est l'explication derrière cette relation-là? C'est pas encore clair. Mais on sait, par exemple, que dans certaines études, on a mis le doigt sur certains indices. Le niveau d'anxiété qu'une personne va avoir par rapport à sa mémoire, par exemple, qui n'est pas toujours garante du niveau de fonctionnement amnésique. Donc, la personne peut être très anxieuse sur son fonctionnement amnésique. Hein? Si vous pensez, vous êtes convaincu que vous avez des problèmes de mémoire, bien, je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire que vous en avez. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas non plus, mais ce n'est pas un indice de la réalité. Mais ça, au niveau de la mémoire, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas parce qu'une personne est convaincue de son souvenir que son souvenir est vrai. Hein? La seule force, la seule vraie chose qui émane de ça, c'est que l'effort déployé quand on essaie de convaincre quelqu'un ne témoigne que de la force de sa conviction, pas de son souvenir. Ça, c'est vrai au niveau de l'humeur chez les personnes âgées. L'anxiété qui est associée à ça n'est pas garante du fonctionnement amnésique. Retenez ça. Qu'est-ce que ça va donner? C'est sûr qu'une personne qui a l'impression qu'il décline au niveau cérébral va avoir de l'anxiété soutenue par rapport à ça. Il va rencontrer des situations où elle va avoir peur. Et la peur chez certaines personnes s'exprime par une certaine forme de colère. Ou l'incompréhension s'exprime parfois par la colère. Ça, on le voit chez un jeune enfant. Hein, il y a des enfants qui brisent leur joie parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, puis il y en a d'autres qui viennent demander de l'aide. Et cette relation-là, moi, c'est pas une expertise que j'ai en tant que chercheur, mais ce que je constate, c'est que à tous les âges de la vie, ces différences-là existent. Et ça pourrait expliquer pourquoi on a une relation parfois entre l'anxiété, la colère et la perte cognitive. Très intuitif comme réponse. Je n'ai pas de science à vous donner là-dessus ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la conférence que vous avez donnée portait sur le vieillissement. Vous savez que dans le vieillissement, il se produit des maladies chez certaines personnes. Par exemple, l'Alzheimer ou d'autres maladies, le Parkinson. J'aimerais savoir, vous dites que l'entraînement physique contribue beaucoup à la santé du cerveau. S'il y a des déficiences cognitives, s'il y a une perte de fonction cognitive, elle s'est produite. Comment l'activité physique peut-elle améliorer la connaissance, l'activité de la fonction cognitive, ou du moins comment peut-elle la conserver? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que l'activité physique aura un impact chez les malades, en fait? Ça se résume un peu à ça. Une fois qu'on a atteint un niveau de déficit, est-ce qu'on peut encore bénéficier du programme? Il y a encore là beaucoup d'études qui suggèrent que oui. Que l'impact d'un programme d'activité physique régulier va être positif à différents niveaux. Que ce soit dans la gestion des comportements problématiques des patients, en milieu hospitalier par exemple, que ce soit au niveau de l'humeur, mais même au niveau des fonctions cérébrales, il y aurait une certaine forme de maintien ou d'amélioration des capacités cognitives. Évidemment, on ne va pas renverser la maladie. Hein. On va améliorer le fonctionnement chez une personne qui fait le programme par rapport à une autre qui ne ferait rien. C'est ce qu'on sait présentement. Donc, il vaut mieux en faire que ne pas en faire. Quel niveau on peut espérer, ça reste à voir. Et je ne suis pas en position de vous dire ce matin que ça peut avoir un impact majeur chez quelqu'un qui
qui est en train de subir une maladie chronique au niveau du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer. Okay. Mon intervention, c'est beaucoup plus une suggestion qu'un questionnement. Je vois l'acétate qui dit l'impact de l'entraînement physique sur le cerveau. Alors, il y a beaucoup d'endroits à Montréal qui sont peu dispendieux comme endroits auxquels on peut s'abonner. Je vais me permettre d'en suggérer un à laquelle je participe régulièrement. C'est au Centre Claude Robillard, les 50 ans et plus. C'est comme une cafétéria. Vous prenez ce qui vous fait votre affaire. Facile, un peu plus difficile, aérobique. Et ces journées portes ouvertes tous les jours. Alors, vous pouvez vous y présenter sans frais. Et on voit la diapositive, l'acétate à l'écran. Alors, on s'entraîne, il n'y a pas de tenue vestimentaire particulière. Je m'arrête là pour cette publicité. Merci. Donc, vous parlez de la PADOR. Tout à fait. Mais le mot or, là, ça ne veut pas dire qu'on s'installe dans un petit coin pour jouer aux cartes. On fait de l'activité physique dans tous les sens du mot. Vous avez bien raison de le mentionner, puis merci de le mentionner parce que j'avais complètement oublié. Puis dans la réponse, je me souviens plus trop, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les moyens d'entamer un programme d'activité physique, et c'est sûr qu'il y a des organisations déjà établies. La PADOR en est une de ces organisations, et je vous dirais, je m'en veux de ne pas l'avoir mentionné, d'autant plus que quand j'ai commencé à faire de la recherche ici au centre de recherche, à l'époque où je n'avais aucun équipement encore, le premier réflexe qu'on a eu avec mon équipe, c'est d'aller rencontrer des gens comme ceux de la PADOR, et ils nous ont ouvert leurs portes, et on a commencé à faire de la recherche sur la relation entre l'activité physique et la cognition avec les gens de la PADOR. À peu près 150 personnes ont répondu à notre appel. On allait au centre Claude Robillard pour les voir. Et je sais que c'est un programme qui est encore en place, que les gens aiment beaucoup. Activités variées avec des entraîneurs sur différents types d'activités. C'est une belle façon de commencer à se mettre actif rapidement. Et à moindre coût, je pense quand même que c'est... parce qu'il y en a d'autres. Il y a le Centre EPIC de prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, mais je crois qu'il y a un abonnement nécessaire. Et c'est sûr que si vous regardez un peu autour de vous, vous allez trouver, il y a le YMCA qui offre des programmes aussi pour les personnes de 50 ans et plus. Donc, il y a moyen de joindre des groupes. Et je vous le recommande fortement parce que, comme je disais un peu plus tôt, la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Et des fois, il y a des journées là où la température n'est pas là, la motivation n'est pas là. Mais on sait que l'équipe va être là-bas et on est attendu et ça fait du bien d'aller voir le groupe. Puis ça nous garde en forme et actifs. Et encore là, c'est pas une question d'âge, ça. Ça, c'est vrai aussi à 25-30 ans, que les groupes ont un effet catalyseur, stimulant sur le maintien et l'adhésion au programme d'activité physique. Oui, je m'aperçois que je connais beaucoup de gens qui ont 55, 60 ans et plus. Et quand on parle de l'âge d'or, là, il n'y a personne qui trouve ça drôle, là. Il n'y a personne qui se sent dans l'âge d'or, là. C'est plutôt négatif. Puis, je me demandais s'il y avait des recherches sur l'aspect psychologique d'accepter le vieillissement. C'est une excellente question. Je n'ai pas de réponse claire là-dessus, mais assez d'expérimentations faites et d'études auxquelles j'ai participé pour vous dire qu'il y a une grande variabilité entre les individus quant à leur capacité d'adhérer à ce genre d'histoire-là. Et c'est évident que c'est une histoire qui se veut positive, c'est une histoire qui se veut proactive, mais il y aura toujours des gens qui rencontrent un événement comme la vieillesse, comme n'importe quel deuil qu'on fait dans la vie aussi, de façon plus négative que d'autres. Okay? Et c'est sûr qu'en vieillissant, il y a des choses qui sont derrière nous, mais le message qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont devant nous. Si on a 20 ans d'espérance de vie après 65 ans, c'est énorme. Et c'est un luxe qu'on ne se payait pas, qu'on ne pouvait pas se payer il y a 75, 80 ans. Donc, l'idée, c'est de réagir positivement à cette réalité-là et d'en profiter. Mais je suis d'accord avec vous que d'une personne à l'autre, ça aura un impact différent. La prise de conscience n'est pas la même. C'est des différences individuelles qui traversent les âges. Hein? Je prenais l'exemple de l'enfant tout à l'heure. Il y en a qui réagissent bien à la frustration, il y en a d'autres qui réagissent moins bien. Et c'est pareil à tous les événements de vie. Il y en a qui perdent leur emploi, qui vont se désorganiser, d'autres qui vont réagir à ça. Et l'impact que ça va avoir sur la capacité à bien vieillir, c'est évident, selon moi.
C'est pas bien compris encore et c'est évident que c'est quelque chose sur lequel on veut travailler aussi comme psychologue, comme chercheur en psychologie, parce que c'est une autre clé qui s'ouvre sur le bien vieillir. Mais vous me faites bien de le mentionner, puis je pense qu'à quelque part, il faut retenir qu'à 30 ans, il y en a qui ont l'air vieux, hein? Et c'est pas chronologique. Puis ce qu'il faut retenir ce matin pour nous, c'est que c'est pas chronologique. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui touche pas le vieillissement, c'est quelque chose qui touche la psychologie du savoir-être et du bien-être. OK? Juste une information peut-être pour les personnes qui veulent faire de l'exercice, mais qui ne veulent pas nécessairement aller dans les grosses organisations dont on a parlé. Il y a 76 centres communautaires sur l'île de Montréal qui offrent des périodes d'exercice éducatifs. Et puis aussi, toutes les cités, en tout cas, Montréal offre des loisirs dans à peu près toutes les paroisses, dans des écoles. Il y a toujours de l'exercice physique pour quelqu'un qui veut faire ça en douce, mais qui veut bouger. Ce n'est pas nécessairement d'aller dans des grandes organisations. Je n'étais pas au courant qu'il y avait 76 organisations de la sorte dans les paroisses, mais vous faites bien de le mentionner. Centre communautaire pour aînés. Wow. Merci de le mentionner. On va terminer avec ça. Merci. Merci pour votre présence encore une fois. Bonne fin de journée. Au revoir.